S'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est écouter de la musique. Et ce que j'aime peut-être encore plus, c'est en découvrir. Sauf que ces derniers mois, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des artistes qui se distinguent, qui me marquent. J'ai plutôt l'impression de voir passer un flux constant de nouveaux morceaux et de nouveaux albums, que je suis confronté à un raz-de-marée de nouveautés musicales qui se répètent chaque jour. Si vous êtes dans la même situation que moi, je vais vous rassurer, ce n'est pas qu'une impression. En une journée, en 2024, les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music accueillent entre 100 000 et 150 000 nouveaux morceaux. C'est autant que le nombre de sorties recensées sur l'ensemble de l'année 1989 selon le média spécialisé Music Radar. Aujourd'hui, il y a 76 millions de personnes qui créent de la musique dans le monde. Et ce nombre devrait considérablement augmenter dans les années qui arrivent pour atteindre les presque 200 millions en 2030. D'un côté, il y a de plus en plus de musique disponible, mais de l'autre, il n'y a pas forcément plus de temps pour nous, les auditeurs, pour l'écouter. Face à ça, une question s'impose, y a-t-il trop de musique dans le monde ? Avant de répondre à cette grande question, il faut d'abord se pencher sur une autre, tout aussi importante. Comment on en est arrivé là ? La réponse tient en un mot, la démocratisation. En 1989, et pour la décennie qui arrive, la musique s'écoute principalement grâce à ça. Un compact disque ou CD. C'est un disque optique utilisé pour stocker des données sous forme numérique. Ça offre une meilleure qualité sonore qu'un vinyle, c'est plus petit et ça se transporte plus facilement. Et grâce à la technologie du moment, ça peut s'écouter presque partout, chez soi grâce à une chaîne Hi-Fi, en voiture grâce à un autoradio ou dans la rue grâce à un lecteur portable. Mais au début des années 2000, on voit apparaître un nouveau format qui va ridiculiser l'objet et révolutionner la manière dont on écoute de la musique, le MP3. Le MP3, c'est un format de compression de données audio qui allège drastiquement la taille des fichiers présents sur CD en dégradant au passage un peu la qualité sonore. On commence à le voir émerger à partir de 1995 et il va surtout se développer grâce à une chose, Internet. Parce que très grossièrement, le MP3 c'est la possibilité d'écouter sur son gros ordinateur des fichiers audio sans passer par des disquettes ou des CD. Et Internet va tout simplement lui offrir une carrière. À l'époque, le maître mot sur le web, c'est l'interactivité et le partage d'idées et de données. Alors un fichier musical, pas très lourd et qu'on peut s'échanger en quelques clics, c'est un succès direct. Mais entre 1995 et 1999, il n'y a pas grand-chose. Aucun espace, aucun site, aucun logiciel donnant accès à un large catalogue musical MP3. Ce qui nous amène à la première des trois révolutions qui vont bousculer l'industrie musicale, Napster. Napster, c'est le premier service de partage de documents grand public. Et c'est surtout l'histoire de cet homme, Shawn Fanning. Shawn, quand l'idée de Napster lui vient, il a 18-19 ans, il est passionné d'informatique, il traîne pas mal sur les chats en ligne, et il est en train de découvrir, comme quelques autres, les possibilités qu'offre le format MP3. À force de poncer son sujet, il finit par imaginer quelque chose de très simple, et pourtant très impressionnant pour l'époque. Il code un logiciel basé sur l'échange d'ordinateur à ordinateur, du peer-to-peer, qui va permettre à une personne A d'aller télécharger des chansons possédées par une personne B beaucoup plus rapidement que ce qui se faisait à l'époque, et surtout, gratuitement. Pour trouver la musique que l'on souhaite, on peut au choix explorer l'intégralité de la bibliothèque d'un utilisateur en cliquant sur son nom, ou bien utiliser un moteur de recherche pour identifier directement ce que l'on cherche dans la base de données du logiciel. En mai 1999, Shawn Fanning met en ligne sa création, qu'il baptise donc Napster, et le succès est immédiat. En seulement quelques jours, le logiciel est téléchargé plusieurs milliers de fois. À la fin de l'année 1999, il compte plus de 150 000 utilisateurs, et à son apogée en 2001, 70 millions. Le truc, c'est que Napster, et plus largement le partage des fichiers en peer-to-peer, est très mal vu par l'industrie musicale. Les maisons de disques y voient, plutôt qu'un outil de démocratisation, un outil de piratage et de vol. Elles entament des actions en justice contre Napster, qui ne va pas tenir le coup très longtemps malgré la détermination de Shawn Fanning. Et donc, en juillet 2001, le logiciel est retiré et son réseau fermé. Napster, dans sa version gratuite, n'existe plus. Mais l'idéal de gratuité initié par le logiciel ne disparaît pas pour autant. Et d'autres services de téléchargement illégal prennent le relais, comme Gnutella, Kazaa, Freenet, LimeWire ou encore Emule.
Au début des années 2000, les auditeurs modifient leurs habitudes de consommation. Ils délaissent progressivement le CD et se tournent davantage vers le digital. Ils sont cependant dans une impasse. Où trouver de la musique? Ils savent. Par contre, comment la stocker pour l'emporter partout avec soi? C'est là qu'interviennent Steve Jobs et notre deuxième grosse révolution, l'iPod. En 2000, un lecteur MP3 c'est ça, une sorte de grosse clé USB de 128 ou 512 mégaoctets sur laquelle on peut stocker au maximum une centaine de chansons. On l'insère dans notre ordinateur, on y colle la musique que l'on souhaite et on est parti. Mais en octobre 2001, avec un simple PowerPoint en comics sans MS, Steve Jobs et Apple s'apprêtent à tout changer. This is a quantum leap because for most people, it's their entire music library. This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said, oh God, I didn't bring the CD I wanted to listen to. To have your whole music library with you at all times is a quantum leap in listening to music. But the coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. Okay? You can take your whole music library with you right in your pocket. Never before possible. So that's iPod. Avec l'iPod, Apple et Steve Jobs font la promesse de pouvoir transporter avec soi au moins 1000 chansons, puis très rapidement 2000, grâce à des disques durs de 5 ou 10 gigaoctets. Et avec l'iPod vient autre chose, un logiciel tout aussi important pour l'avenir de la musique, iTunes. La bibliothèque musicale d'Apple permet deux choses. Premièrement, elle offre aux utilisateurs la possibilité d'avoir une bibliothèque plutôt organisée de titres musicaux téléchargés illégalement. C'était le gros de l'usage que tout le monde en faisait. Et deuxièmement, elle apporte aussi quelque chose de nouveau. La possibilité d'acheter en digital des albums ou bien simplement des titres à l'unité à moins d'1 € la chanson. Une chose qui ne s'était jamais vue avant et qui ouvre la voie à une distribution légale de la musique digitalisée. Avec l'iPod, Apple met une gigantesque claque aux acteurs de l'industrie de la musique. L'entreprise oblige tout le monde à comprendre que leur avenir ne se joue plus sur CD, mais en ligne. En parallèle, Internet permet aux artistes et aux créateurs de bénéficier d'outils pour se faire connaître directement du grand public sans avoir à être façonné ou conseillé par une maison de disques ou un producteur comme c'était plus le cas auparavant. On a d'abord connu l'âge d'or de MySpace, une courte mais très intense histoire qui a permis de découvrir des artistes comme Arctic Monkeys, Lily Allen, Soulja Boy, Skrillex, Mac Miller et beaucoup d'autres. MySpace, c'est le premier réseau social d'envergure. Il est fondé en 2003 par deux Américains, Tom Anderson et Chris DeWolf, et connaît un succès fulgurant, puisqu'en 2006, il réunit plus de 100 millions d'utilisateurs. Dessus, on retrouve tout ce qui va dessiner l'Internet des 10-15 années à venir. Un mur où partager son actualité, ses états d'âme et ses goûts culturels, une messagerie privée, des photos, etc., etc. La grosse particularité de MySpace, c'est qu'il est destiné aux musiciens et à la découverte musicale. Sur la plateforme, les artistes peuvent héberger et diffuser leurs nouveautés. Les internautes se ruent dessus pour rester au fait des tendances du moment ou bien dénicher de nouvelles pépites. MySpace est alors une caisse de résonance et un impressionnant tremplin pour de nombreux artistes, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Mais le site perd très vite en influence et en attractivité, supplanté par deux monuments de l'Internet d'aujourd'hui. Pour le côté réseau social, tout le monde migre sur Facebook et ses POC. Le temple de la découverte musicale devient, lui, YouTube. Pour autant, MySpace a été un espace unique de découverte musicale. Un espace qui n'a pas trouvé d'équivalent depuis, malgré quelques héritiers désignés. Je pense à SoundCloud qui est devenu une plateforme de référence pour la musique indépendante dans les années 2010 et a révélé par exemple Lil Uzi Vert et Trippie Redd. Et depuis 2020, TikTok joue un rôle très important dans la découverte musicale, puisque le réseau social chinois permet aux artistes d'amasser de la popularité et de voir leur carrière décoller grâce au potentiel viral des publications sur la plateforme. En 20 ans, il est aussi devenu plus facile de se lancer dans la musique, puisque la technologie et l'accessibilité des outils de création musicale se sont démocratisés. On peut citer bien sûr GarageBand, logiciel directement installé à l'achat d'un Mac d'Apple, sur lequel certains artistes ont fait leur première gamme. Par exemple, Steve Lacy, qui a sorti ces dernières années d'excellents projets et a composé pour de gros rappeurs comme Tyler the Creator ou Kendrick Lamar, travaille sur GarageBand comme il l'a expliqué aux médias américains Wired. I like to, make wherever I am. So when I'm at home, and my phone was my first before I started going to that studio I was making
beats on my phone, just making beats on like the apps and like the drum kits and stuff. Et puis, bien sûr, il y a le piratage, qui a permis la démocratisation d'autres logiciels payants de production musicale, comme FL Studio ou Logic Pro. En fait, Internet a permis aux artistes de travailler leur musique plus facilement, avec des outils accessibles, et de trouver un public. Dans le même temps, il a ouvert aux auditeurs un champ des possibles encore jamais vu en matière d'écoute, en leur donnant accès à un catalogue exponentiellement plus large que celui proposé dans les centres commerciaux et les disquaires, et en leur offrant la possibilité de passer d'un artiste à un autre en un claquement de doigts, ou plutôt à la simple pression d'un bouton. Le truc, c'est qu'il manquait un modèle économique à peu près stable pour que les maisons de disques et les artistes s'y retrouvent. Ce qui nous amène à la troisième révolution de l'industrie musicale, le streaming. Nous sommes en 2006 et les batailles juridiques pour lutter contre les sites de téléchargement illégal se multiplient. En Suède, 2 hommes ont alors une idée. Ils s'appellent Daniel Ek et Martin Lorentzon et ils veulent lancer un service musical en ligne, tirant ses profits dans un premier temps de la publicité, puis d'un abonnement mensuel. Spotify est né. À peu près dans le même laps de temps, d'autres acteurs se lancent sur le même credo, Deezer puis Apple Music. C'est l'avènement de plateformes qui amènent une offre légale dans un monde où le piratage et le téléchargement illégal étaient rois. En une dizaine d'années, leur système de fidélisation séduit des centaines de millions de personnes et façonne l'industrie musicale pour lui donner la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Pour autant, il reste encore plein de débats concernant les plateformes, notamment autour de la rémunération des artistes, et c'est un modèle qui est encore en construction. Bon, c'était un rapide résumé de 25 à 30 ans d'histoire de l'industrie musicale. Si jamais le sujet vous intéresse et que vous souhaitez le creuser, moi je vous conseille de lire ce livre, Boulevard du Stream, du journaliste Sofiane Fanen. Dedans, il revient sur toute cette séquence qui a bouleversé l'industrie musicale et la façon dont on écoute la musique aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Nous, en attendant, on retourne à notre histoire. Aujourd'hui, l'ère du streaming semble assez proche de son apogée. Le nombre d'abonnés aux plateformes continue de grimper mais commence à ralentir. Selon une étude de Luminate, la croissance du streaming audio aux États-Unis est tombée à 6,4% en 2024 alors qu'elle avait dépassé les 12% en 2022 et 2023. La croissance mondiale, y compris dans les régions à forte croissance comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, a elle diminué d'un tiers, passant de plus de 22% en 2022 et 2023 à 14% en 2024. Le nombre d'artistes, lui, explose et va continuer de grimper. Il y en a 76 millions recensés sur les plateformes en 2024 et il devrait être 200 millions en 2030. Pour autant, ils ne sont pas forcément plus nombreux à être écoutés, et exister sur les plateformes de streaming relève du parcours du combattant. En 2024, 202 millions de chansons ont été ajoutées sur les plateformes de streaming, et presque 141 millions, soit plus des 2/3, comptabilisent moins de 1000 streams et ne rapportent donc rien à leurs créateurs. Deezer indique même que 78% des titres ajoutés sur sa plateforme en 2024 ne génèrent aucune écoute. Sur Deezer, 4 chansons sur 5 tombent immédiatement dans l'oubli, sans la moindre chance de survie. Et puis, il faut aussi parler de l'uniformisation des productions musicales. Parce que s'ils sont de plus en plus nombreux, les artistes se ressemblent aussi de plus en plus. Dans une étude publiée en janvier 2025, des chercheurs italiens ont passé au crible 20 000 morceaux composés ou produits sur les 4 derniers siècles. En analysant leurs données, ils ont constaté que les compositions se simplifient au fil du temps, et ce, peu importe le genre musical. Une composition de musique classique du XVIIe siècle était par exemple plus complexe que celle de Gims, mais aussi qu'une composition de musique classique du XXIe siècle. Ce qui ne veut pas dire que la musique est moins bonne, mais qu'elle est plus simple. Et ce à cause de l'influence de l'interconnexion mondiale, de la diffusion rapide du contenu et de la curation algorithmique de la consommation musicale. En gros, tout ce qui a changé la structure de l'industrie musicale a aussi eu un impact sur la manière dont on façonne la musique. Un élément se détache alors clairement de l'analyse des habitudes d'écoute des auditeurs. Ils ont de plus en plus de difficultés à découvrir de nouveaux artistes. Mais peut-être qu'ils ont aussi moins envie d'en découvrir. Selon Luminate, le pourcentage de gens écoutant principalement de la musique sortie il y a 18 mois ou plus ne fait qu'augmenter. Il représentait 69,8% des habitudes d'écoute sur les plateformes en 2021 et 73,3% en 2024. Ce qui montre que la demande de musique nouvelle diminue. Autre élément qui appuie ce point,
le streaming a apporté un sacré coup à la découverte d'un artiste via le format album. Aujourd'hui, tout fonctionne davantage à la playlist et à l'accumulation de singles forts pour que l'auditeur ait sa musique du moment à portée d'oreille. Plus de 60% des écoutes recensées des plateformes se font via des playlists. Moi-même, par exemple, j'ai ma playlist Spotify que je garde à jour avec les 50 nouveautés que j'écoute le plus. Au final, c'est vraiment quelque chose qui s'est généralisé et qui est rentré dans la norme. Face à la passivité de leurs clients, les plateformes de streaming ont pris les choses en main. Spotify, Deezer ou Apple Music mettent à disposition des playlists d'ambiance pensées pour faire la fête, du sport ou tout simplement se concentrer. Elles proposent même des playlists destinées à la découverte qui sont remplies après une analyse des habitudes d'écoute. L'utilisateur n'a alors plus à chercher la musique qu'il veut écouter, on lui propose comme ça directement sans effort. Il a tellement de musique à disposition qu'il n'a plus besoin de se décider, de faire un choix, on lui suggère à l'avance ce dont il a envie, quitte à écouter de la musique dont l'origine n'a rien d'humain. Imaginez, vous avez besoin de travailler, et pour vous concentrer, vous décidez de lancer sur une plateforme de streaming quelconque une playlist dans ce but. Les heures défilent, les artistes se succèdent et vous les écoutez à peine pris dans votre travail. Sans le savoir, vous êtes peut-être en train d'écouter de la musique générée par intelligence artificielle. On est en droit de penser que dans une playlist contenant plus d'une centaine de chansons, la part de celles générées par IA est résiduelle, qu'il y en a une, deux, peut-être trois, grand maximum. Eh bien, on serait en train de se tromper totalement. La réalité, c'est que le phénomène est bien plus grand que ça. Selon le directeur général de Deezer, Alexis Lanternier, 20 000 chansons générées à 100% par IA débarquent quotidiennement sur les plateformes de streaming, ce qui représente entre 15 et 20% des nouveautés musicales journalières. En janvier, ces morceaux artificiels représentaient seulement 10% des titres ajoutés chaque jour sur les plateformes. On assiste donc à l'explosion d'un phénomène qui est la source d'une grosse crainte pour les artistes pour deux raisons. La première, c'est que les modèles d'IA sont entraînés sur des productions déjà existantes. Les créateurs dénoncent donc l'appropriation et le vol de leur art par des entreprises intéressées uniquement par le profit. Et la seconde, elle est économique, puisque les artistes risquent de voir leurs revenus diminuer drastiquement, et ce, dans un laps de temps très court. Selon une étude réalisée par la CISAC, une organisation chargée de protéger les droits et les intérêts des créateurs, un artiste perdra un quart de ses revenus d'ici 4 ans à cause de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est une crainte pour la musique en général, car qui, demain, sera capable de dire qu'il écoute un artiste réel ou fictif? Qui, à terme, sera en mesure de faire la différence, rien qu'à l'oreille, entre l'organique et l'ordinateur? Les plateformes essayent quand même de lutter contre cette nouvelle vague d'intelligence artificielle. Deezer a mis au point un outil qui va pouvoir identifier les chansons générées à 100% par l'intelligence artificielle et les sortir des recommandations pour s'assurer qu'elles ne vont pas prendre les droits d'auteur de vrais artistes. Spotify aurait lui supprimé des dizaines de milliers de chansons générées par intelligence artificielle ces derniers mois. C'est un début, mais il semble encore insuffisant face à l'ampleur du phénomène, d'autant plus que l'intelligence artificielle, très énergivore, pourrait forcer l'industrie musicale à se questionner sur une chose, son impact environnemental. Car un trop-plein de musique, est-ce que ça peut être une catastrophe écologique ? On ne s'en doute pas immédiatement, mais autant de musique, c'est très polluant. Une seule chanson peut coûter énormément à l'environnement. En 2021, rien que les écoutes de la chanson Driver's License d'Olivera Rodrigo ont émis davantage de CO2 que 4000 allers-retours Londres-New York. Donc l'intégralité des streams réalisés sur une année, ça a un impact considérable sur le climat. Mais comment se fait-il que ça émette autant ? D'abord, il y a l'usage des terres rares qui sont liées aux équipements qu'on utilise pour écouter de la musique. Dans notre smartphone, parfois dans nos écouteurs, on va en retrouver. Si jamais ce sujet en particulier vous intéresse et que vous voulez mieux le comprendre, j'en ai fait une vidéo dans laquelle je retrace l'histoire des terres rares et comment elles sont devenues aussi importantes aujourd'hui. Elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube et je vous invite à aller la regarder. Et puis, il y a les intermédiaires utilisés par les plateformes de streaming pour héberger et diffuser la musique. Ils sont plutôt nombreux dans la chaîne, entre la plateforme et l'utilisateur, entre 4 et 5, et ils vont être responsables d'une partie des émissions en raison notamment de leur data center qui servent au traitement et au stockage des données. Auparavant, la pollution de l'industrie musicale était essentiellement générée à cause de la production de plastique.
Aujourd'hui, elle l'est surtout à cause de la production et de l'utilisation d'électricité. En 2021, Spotify a déclaré une hausse de ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 353 kilotonnes d'équivalent CO2. Malgré cela, Spotify continue d'affirmer son ambition de neutralité carbone avant 2050. Alors bien sûr, l'industrie du streaming reste aujourd'hui bien moins polluante que d'autres secteurs comme l'aviation par exemple, mais ça me semblait important d'évoquer ce point, surtout au regard de l'urgence climatique vers laquelle on se dirige et dans laquelle on se trouve déjà. Bon, je pense qu'il est temps de répondre à la question principale. Y a-t-il, oui ou non, trop de musique sur Terre ? S'il faut juger uniquement la quantité, la réponse évidente est oui, bien sûr. Une vie entière n'est déjà pas suffisante pour écouter l'intégralité du catalogue musical disponible dans le monde, et l'embolie de productivité qu'on connaît actuellement ne fait qu'accentuer ce fait. La majorité des artistes ne sont pas écoutés, et ils sont de plus en plus à l'être de moins en moins. Pour autant, est-ce qu'il faudrait mettre un frein à leur créativité ? Bien sûr que non. Plus de musique, ça veut dire plus de possibilités d'inventer, de styliser, d'explorer, de mixer. Bref, de créer. Il n'y aura jamais assez de musique lorsqu'elle permet à des êtres humains de s'exprimer, qu'il s'agisse de sentiments personnels ou de textes engagés. Par contre, si l'uniformisation et la simplification musicale constatées par certains chercheurs se généralisent, le risque de surproduction est le suivant. La musique ne progressera plus, ne se réinventera plus et finira par tourner en rond. La musique ne sera plus un produit culturel, mais simplement un produit de consommation, destiné à prendre du temps de cerveau plutôt que d'exalter les sens et les sentiments des auditeurs, ce qui signerait la mort de la musique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour suivre et soutenir mon travail, et je vous invite aussi à aller regarder mes précédentes vidéos.